Alors, pourquoi ce colloque? Parce que nous nous sommes rencontrés avec les membres du COPAF il y a quelques mois. Et le COPAF nous a alertés sur les conditions des travailleurs étrangers dans ces logements que je connaissais, mais c'est vrai que les échanges directs sont toujours plus stimulants. Et donc, ces foyers de travailleurs migrants qui avaient été donc dédiés à ces travailleurs dont on avait besoin dans les années 60-70 et qui se sont transformés en résidences qui ignorent complètement le droit, le code de la construction et de l'habitation, et même le droit international, puisque privé non seulement de salles et de salles communes, donc de vie collective, mais aussi privé de vie familiale, de vie privée. Donc voilà, des droits qui sont complètement bafoués. Et si en 1996, il y a bien eu un rapport parlementaire qui a été rédigé par le député Henri Cuq, celui-ci n'a débouché que sur une stigmatisation des étrangers, puisque ce rapport concluait sur le fait que ces foyers étaient des zones de non-droit et des terreaux de communautarisme. Donc il nous a semblé effectivement important de nous pencher, nous parlementaires, sur cette question, puisque aujourd'hui, ces travailleurs étrangers se trouvent dans des situations d'infantilisation, de discrimination, et que leurs droits sociaux sont bafoués. Je pense par exemple notamment ceux qu'on appelle les Chibani, qui ont été corvéables à merci pendant toute leur vie et qui, une fois arrivés à la retraite, sont remerciés par un contrôle permanent et sont suspectés d'être des fraudeurs. Donc, comme il est question de droit, comme il est question de droit à l'égalité, comme il est question de droit à la dignité, c'est bien du ressort des parlementaires de s'emparer de ce problème. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Et pour qu'on puisse être efficace, il m'a semblé qu'il était important de se nourrir des réalités du terrain, des réalités vécues par la population. C'est comme ça, en tout cas, que dans mon groupe, la France Insoumise, nous envisageons notre travail parlementaire. Et donc, il était important aujourd'hui de donner la parole aux résidents, à ceux qui les accompagnent, à ceux qui les soutiennent, et aux chercheurs et aux juristes qui se penchent sur la question. Voilà, ce colloque est là aussi donc pour réparer un très grave oubli. Et c'est particulièrement important, ça m'a semblé particulièrement important dans le contexte actuel où le gouvernement se fixe comme objectif d'attaquer tous les conquis sociaux, de faire la chasse aux étrangers par toute une série de lois qui ne vous aura pas échappé, j'imagine, comme le texte Asile-Immigration, mais aussi comme d'autres mesures qui pointent leur nez. Vous avez vu, par exemple, que les dernières annonces de Gabriel Attal qui veut lutter contre la fraude sociale, mais qui laisse de côté un peu la fraude fiscale. Donc, l'intention du gouvernement et la ligne qu'il s'est fixée, c'est bien de stigmatiser les pauvres, de stigmatiser les étrangers, de dresser les populations les unes contre les autres, monter les pauvres contre les plus pauvres étant souvent des étrangers, et ce qui permet en plus aux médias de s'emparer de leur sujet de prédilection, à savoir la xénophobie et le racisme. Donc voilà pourquoi nous organisons ce colloque dont l'objectif, vous l'avez compris, est d'arriver à concrétiser ce que nous pouvons faire pour résister contre ça, qui devrait donc déboucher sur des propositions de loi. Et donc nous resterons en lien, bien sûr, aussi après le colloque pour œuvrer ensemble et parvenir à cet objectif. Voilà, donc je vais pas être beaucoup plus longue parce que je pense que je dois être dans les temps et que nous commençons en retard. Donc, étant donné que l'idée est de vous donner la parole, je commence tout de suite et je laisse la parole à Laura.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Laura Guérin, je suis sociologue et j'ai réalisé ma thèse sur la transformation et les conséquences de cette transformation du foyer en résidence sociale en m'intéressant particulièrement aux enjeux architecturaux. Donc, ce que je propose en petit module introductif, parce que l'intérêt de cette journée, c'est de donner la parole justement à des habitants, à des délégués, à des soutiens sur les 3 enjeux que vous voyez notés derrière moi. L'objectif de ma présentation, c'est de brosser un panorama un peu historique et pour raccrocher les wagons historiques qui ont été présentés juste avant, qui effectivement sont marqués par ce rapport Henri Cuq en 1996, et présenter ce qu'est devenu ce qu'on appelle le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, c'est-à-dire le cadre légal qui permet la disparition des foyers de travailleurs migrants et leur transformation en résidence sociale. Donc c'est un plan national qui a été lancé en 1997, soit 1 an après la parution du rapport Cuq. Et effectivement, si toutes les préconisations de ce rapport ne sont pas directement introduites dans ce plan de traitement, on voit qu'il y a fortement une coloration qui va orienter les objectifs de ce plan. Néanmoins, ce que j'essaye de garder en tête dans cette présentation, c'est bien montrer qu'il n'y a pas eu un plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, mais bien une évolution de la politique et qui conduit aujourd'hui finalement à un rapport entre les acteurs et à une réalité vécue par les habitants qui est tout autre des premières transformations qui ont eu lieu à la fin des années 90. Donc, pour rappeler brièvement, donc, le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, c'est un plan national qui a été signé en 1997 et qui en fait a été ponctué de circulaires qui ont réorienté ces objectifs politiques au cours des 25-26 dernières années. Donc il y a eu dans un premier temps les textes de 97 qui effectivement s'attaquaient assez directement au symbole des foyers dits ouest-africains qui avait été particulièrement pointé du doigt dans le rapport Cuq en soulignant des activités jugées déviantes, des pratiques jugées informelles, voire illégales, avec quand même un vocabulaire qui avait été tempéré par rapport à l'apparition du rapport Cuq, mais qui gardait cette coloration. Vous avez ensuite une première circulaire de 2002 qui va un peu réorienter ces objectifs. Et enfin, vous avez une dernière circulaire, il y en a une en 2014, mais qui est moins importante, la dernière circulaire de 2006, qui va vraiment acter finalement le plan de traitement tel qu'on le connaît depuis les transformations des années 2010. Et ce qu'on observe en fait dans cette transformation progressive des textes de loi, c'est qu'effectivement, les problèmes soulevés, les problématiques pointé du doigt dans le rapport Cuq et souligné en 1997, continue à être latente dans les circulaires de 2002 et les circulaires de 2006. Mais ce qu'on observe, c'est 2 éléments centraux. Dans un premier temps, entre 1997, 2002 et 2006, ce qu'on observe, c'est une tension et une problématisation de plus en plus accrue sur la question architecturale. Et jusqu'en 2006, où va être annexé à cette circulaire ce qu'on va appeler une annexe architecturale produite par l'ANPEC et qui va en fait fournir aux associations gestionnaires, je pourrais dire comme ça, des trucs et astuces pour aller entraver des pratiques jugées déviantes. Donc là, je donne des petits exemples. Ça va être le recours à des caméras de vidéosurveillance, qu'elles soient vraies ou fausses, pour décourager ou limiter les installations pérennes de commerçants dans les couloirs. À l'inverse, dans les espaces individuels, et on pourra y revenir avec les collègues tout à l'heure, c'est le fait de fixer au sol les lits pour entraver les modifications de mobilier et surtout, en fait, entraver l'installation d'un couchage supplémentaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est un durcissement progressif de cette question architecturale qui va vraiment devenir une tension entre l'architecture et la technique, avec l'installation de compteurs d'eau pour calculer exactement la consommation du litrage par logement, pour aller entraver des pratiques qui sont de plus en plus jugées déviantes. Et on garde en tête cette question de l'hébergement de proches, qui est qualifiée par les structures gestionnaires de suroccupation, et de l'autre côté, des activités commerciales ou de culte. Et l'autre élément qu'il faut garder en tête dans cette évolution progressive de 1997 jusqu'à actuellement, c'est l'entrée de ce plan de traitement dans une politique qui va prôner
un logement ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on va sortir de la spécificité démographique du foyer, qui était un habitat dédié à des hommes en âge de travailler, originaires des anciennes colonies, vers une résidence sociale qui est envisagée comme un maillon de l'habitat social, c'est-à-dire qui doit recevoir des populations sous critères économiques, donc avec une sélection comme les HLM sous statut économique. Et ce qu'on observe, c'est que si cet enjeu de l'ouverture des populations hébergées était très peu visible en 1997, elle va progressivement devenir un enjeu central au cours de la première partie des années 2000 et encore plus dans les années 2010, où on voit émerger dans les circulaires une définition beaucoup plus large de ce qui est qualifié de public cible, où on va parler des femmes sans enfants, d'un spectre beaucoup plus large de ces publics précaires ou présentés comme vulnérables. Et de l'autre côté, l'émergence et le recours de plus en plus fréquent au terme de mixité des publics ou de mixité des populations, en insistant sur le fait qu'il y a une volonté de ne pas créer des effets de filière, c'est-à-dire que progressivement, cette résidence sociale va devenir une résidence sociale pour tous. Et ce qu'on lit en réalité en sous-texte au travers de cette notion floue de mixité sociale qui a été travaillée depuis 25-30 ans maintenant, qui en général est un fourre-tout qui veut tout et rien dire, c'est qu'on voit en sous-texte de cette mixité sociale finalement une mixité de genre, une mixité raciale, mais qui va en réalité parler de tous les individus qui ne sont pas des anciens habitants du foyer. Et de ce qu'on voit émerger dans cette mise en avant de la mixité, c'est bien on va dire le ciblage démographique des anciens habitants de foyer qui deviennent de fait invisibilisés sous cette chape de la mixité sociale. Et donc, si on arrive à faire dialoguer ce durcissement progressif de l'architecture avec un ciblage des pratiques qui sont associées aux populations qualifiées d'ouest-africaines, on retrouve le même mouvement qui avait été développé dans les années 60 lors de la construction de ces premiers foyers. C'est une assimilation quasi directe de catégories ethno-raciales, nationales, assez floues, à des pratiques habitantes qui vont être définies. Et donc, les premiers plans, les premiers foyers de travailleurs migrants qui sont construits dans les années 60 marquaient bien dans leurs objectifs de fournir à ces populations à qui on attribuait des modes de vie collectifs, des espaces collectifs. Ça a été pensé par les pouvoirs publics et les associations mandatées par les pouvoirs publics pour créer des espaces collectifs pour des populations à qui on attribuait quasi naturellement des modes de vie collectifs. Et au cours des années 90-2000, ce sont ces espaces collectifs qui ont été de plus en plus problématisés en visant en sous-texte les populations à qui on attribuait ces pratiques, sans regard critique sur le manque de logements à l'échelle régionale, et on est particulièrement concerné en région francilienne, ou d'autres formes de pratiques discriminantes et qui rendent l'accès à d'autres formes de logement compliqué. Ce que j'aimerais bien, c'est juste qu'on garde en mémoire cette espèce de double mouvement qui va en réalité, dans le cas qu'on rencontre actuellement, arriver à cette transformation des cadres de droit et d'une réduction en fait de la marge de manœuvre et de la liberté de ses habitants, avec quand même une discrimination raciale qui est de plus en plus saillante et qui va viser les populations qui en fait étaient visées en sous-texte dès le rapport Cuc, plus ou moins d'ailleurs de manière subtile, mais qui continue en réalité à être au centre de cette politique. Je vous remercie. Oui. Je vais vous présenter un peu le déroulement de la journée tel que nous l'avions conçu. Avant cela, je voulais quand même rendre hommage ou dire un mot d'hommage à quelques disparus récents qui nous ont frappés et qui nous ont, dans leur carrière et dans leur vie, qui nous ont soutenus. Je parle d'abord de Jacques Gaillot, qui est mort le
en avril, qui a accompagné les luttes. Lui, il était dans la squat de la rue du Dragon en 1996. C'est intéressant qu'aujourd'hui, le gouvernement a passé, ou est en train de passer une loi qui condamne ceux qui participent ou ceux qui exécutent ces squats de 45 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Bon, peut-être Monseigneur Gaillot, il aurait été en prison s'il habitait aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, un mot d'hommage à lui. Un mot d'hommage à Madjiguène Cissé, qui nous a quittés le 15 mai de cette année, à 72 ans. C'était une figure saillante de la lutte des sans-papiers à l'église Saint-Bernard. C'était aussi quelqu'un qui a continué à lutter pour les droits des femmes au Sénégal, avec beaucoup d'énergie, avec toute la vigueur et toute la fougue de verbe qu'on la connaît. Un mot, nous, personnellement, au COPAF, pour la disparition de Mme Huguette Kergoat, qui était une militante et un soutien très important dans le 13e arrondissement et dans le sud de Paris, qui est décédée le 2 avril, donc qui nous a quittés dans la tristesse. Et enfin, un mot sur la disparition d'un monsieur que je ne connais absolument pas. Il est indiqué dans la presse comme étant simplement M, égyptien, trouvé mort le vendredi 26 mai au centre de rétention administrative de Vincennes. Les discours sur sa mort, les raisons avancées sur sa mort sont très diverses, mais en tout cas, il n'avait aucune raison qu'il soit enfermé, et nous luttons tous pour que ces centres de rétention soient fermés et que les gens puissent circuler librement. C'est un des enjeux de la lutte dans les foyers. Bon, maintenant, la question des logements foyers et un colloque sur le logement de foyer. Alors, pourquoi un colloque sur le logement foyer? Bon, il y a plusieurs raisons que je vais indiquer, parce que le foyer, c'est une instance intéressante. Elle est toute petite. En France, il y a 37 millions de logements. Il y a 4,5 millions d'HLM. Donc, c'est significatif, ces chiffres. Et il y a 120 000 personnes qui habitent dans les foyers de travail immigrés devenus résidences sociales. Donc, on est dans une toute petite niche de la question du logement. Mais en même temps, cette niche, elle est soumise à des tensions différentes et elle est symbolique des luttes sur des terrains différents. Et c'est cet croisement des luttes sur le lieu foyer qui fait qu'il est important d'en parler. J'en parlerai juste un tout petit peu. L'autre raison pour laquelle on fait ce colloque, c'est parce que ces gens, ces 120 000 hommes, ces personnes qui sont cantonnées dans un logement foyer, vivent avec des droits minorés. Ils vivent avec pas les mêmes droits que les locataires dans le logement de droit commun, et ils vivent des situations où ils sont assujettis à la brutalité, au rapport de force, au mépris de le gestionnaire, d'une manière qui est historiquement inadmissible, inacceptable, mais qui est de plus en plus inacceptable dans ce que Laura a décrit comme l'évolution des foyers de travailleurs vers les résidences sociales. Et les résidences sociales, si on prend l'exemple du nouveau foyer Barra, qui va être fêté par M. Patrice Bessac, le maire de Montreuil, samedi après-midi à 17h. Si on prend l'exemple de ce foyer-là, on a l'impression qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à une caserne ou à une prison. Donc on est arrivé au bout d'une évolution où les gens partaient de bâtiments avec des facilités de la vie collective, avec des facilités d'appropriation des espaces, on va en voir quelques exemples dans les vidéos qui vont être projetées cet après-midi, à un mode de vie qui est un mode de vie complètement emprisonnant, aliénant, individualisant, et que on souhaite condamner, on souhaite faire passer. Alors, donc, le but de ce colloque, c'est d'attirer l'attention des députés. On espère, on voit qu'il y a 2 députés au moins dans la salle. On espère, dans l'après-midi, il y aura d'autres qui vont passer. Attirer l'attention des députés sur le fait que les foyers existent, le logement foyer existe, la résidence sociale existe. C'est problématique. L'absence de droits, la minorisation des droits des résidents est problématique. Ça pose problème par rapport à la démocratie, ça pose problème par rapport à l'épanouissement des gens dans la vie. Et on souhaite que ces députés
utilisent tous les outils qui sont à leur disposition, tous les moyens qui sont à leur disposition, les niches parlementaires, les commissions d'enquête, la possibilité de déposer des amendements. Ils ont un certain nombre d'outils qui sont à leur commande. On souhaite que sur cette question-là, ils soient attentifs et qu'on puisse travailler ensemble pour qu'effectivement, au niveau de la loi, au niveau des textes, les choses changent. Donc c'est pour ça qu'on fait le but fondamental de ce colloque. Sachant que, bon, on a une série de propositions pour modifier la loi concernant les logements foyers, et il y a deux axes, grosso modo, pour aller très vite, il y a deux manières que ça peut être bougé. Soit on dit les travailleurs isolés, les travailleurs qui vivent séparés de leur famille, ils n'ont rien à voir dans une espèce de fourre-tout de personnes précarisées, de personnes qui ont besoin d'être aidées, de besoins qui sont sous tutorat d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont rien à voir avec là-dedans. Ce sont des adultes capables de se gérer de manière autonome et que ce qu'il faut faire, c'est de sortir les résidences pour travailleurs isolés du cadre de la loi Code de construction et de l'habitat 633 et autres, et le mettre dans le droit commun, la loi de 1989, la loi qui règle les rapports entre les locataires et les bailleurs. Ça, c'est un axe. Et l'autre axe, que Pascal Winter, notre avocat, va certainement détailler, c'est de modifier ou amender les lois actuelles qui règlent la vie, de telle manière que les droits des résidents s'approchent de plus en plus ceux des locataires. Donc voilà, c'est ça un peu la chose. Maintenant, je vais aller plus vite. Nous avons 3 tables rondes cet après-midi. On a donné à peu près 1h15 pour chaque table ronde, normalement. Donc, 14h30, c'était il y a 1 minute, démarre la table ronde, le mélange des populations précarisées en logement foyer, la spécificité des travailleurs isolés. Il y aura 4 interventions. On espère 15 minutes maximum. On donne aux gens 15 minutes maximum pour parler. Et après, un petit espace de 15 minutes pour les questions. On souhaite qu'il y ait un espace ouvert à des questions, à des commentaires, à des réactions. On vous demande d'être un peu discipliné et ne pas s'étendre au-delà de 1 minute et demie, 2 minutes pour votre question. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est à 15h45, donc exactement 1h15 plus tard. Le comité de résidents, une instance de représentation à renforcer. On va vous montrer 2 petites vidéos de 8 minutes qui montrent des exemples, différents exemples de foyers de la région parisienne où les comités de résidents, les associations de résidents ont pu avoir un impact plus ou moins fort ou bien qui souffrent de leur manque d'impact sur la gestion de la résidence, et il y aura 3 intervenants, un petit débat, et puis à 17h, pourquoi et comment appuyer l'intégration des résidents dans la ville. De nouveau, 4 intervenants sur des aspects sur des aspects différents de cette question de l'intégration, discrimination, et le rôle que jouent les foyers là-dedans. Et ensuite, on fait une petite pause. Madame Torregna nous a promis qu'il y aurait des petits fours ou je ne sais pas quoi. Je les ai préparés tout ce matin. Hein. Merci beaucoup, Madame Torregna. Donc, avec un peu de rafraîchissement. Et à 19h ce soir, on donne la parole à Pascal Winter pour qu'il développe en profondeur les arguments, les logiques des propositions de modification de loi qu'on présente. Et il y aura une discussion autour de la thème de la mobilisation, la nécessaire mobilisation à la fois des parlementaires et de la société pour qu'on continue à entendre parler des foyers. Notre idée aussi était de donner la parole après chaque table ronde à Pascal pour un très court temps, 2-3 minutes, pour qu'il présente rapidement les aspects de la loi, les modifications de loi qui touchent à la question qui est le sujet de chaque table ronde.